venue. Pour autant, il y a un lien étroit entre les deux et nous allons questionner ce rapport entre mémoire et espérance par rapport justement à l'engagement et à l'action. Et ce soir, nous allons insister sur cette notion d'engagement puisqu'il est précieux et essentiel aujourd'hui que chacun parmi vous s'engage au service de la communauté civique, au service de ses concitoyens pour promouvoir et débattre de ces valeurs auxquelles vous tenez. Ce choix est radical, ce choix doit se prendre maintenant s'il n'est pas déjà pris. Il est coupable aujourd'hui de ne rien faire. Ne rien faire, c'est collaborer. Alors, il y a une mémoire, disait Nietzsche, une certaine mémoire qui paralyse l'action, une mémoire qui modifie, une mémoire qui sclérose, cette mémoire musée qui nous fait sans cesse retourner vers le passé, ruminer le passé et vivre dans un ancien temps. Et c'est le reproche qu'on nous fait souvent, notamment parmi ceux qui ne comprennent pas peut-être notre action, de dire vous êtes des Don Quichotte, vous êtes incapables de vous adapter à la réalité présente parce que vous êtes nostalgique d'un passé qui n'est plus et il serait temps de passer à autre chose. Cette mémoire, selon Nietzsche, donc, rend incapable de s'adapter au présent. C'est une sorte de mentalité d'ancien combattant, dirons-nous. Vous savez, cette mentalité qui consiste à demeurer sur la défaite ou sur la victoire que l'on a vécue et qui nous rend incapables de s'adapter au futur et à l'actualité notamment. Si je vous parle de cette mentalité ancien combattant, c'est parce qu'il y a quelques jours, un ancien combattant nous a quittés. Un ancien combattant qui n'avait pas cette mentalité ancien combattant, justement. Je pense que vous voyez tous à qui je veux faire allusion. Ouais. Et je pense que de là-haut, ils nous regardent sans doute. Ah oui, il y a une internationale. Et voilà, cette personne, c'est bien sûr Élie de Saint-Marc qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est une personne qui aurait pu ruiner ce passé. Élie de Saint-Marc, c'est une personne qui aurait pu être broyée par son passé. Il aurait pu être broyé par l'expérience des camps de concentration, et non. Il a décidé de s'engager à nouveau dans la Légion étrangère. Il a décidé de partir. Il est parti en Indochine. Il aurait pu être brisé par la déception de son départ d'Indochine, parce qu'il a pu voir qu'il a blessé, et non. Il est reparti. Il est parti en Algérie. Et là, en Algérie, il a fait un choix radical, un choix qui a déterminé ensuite la suite de son existence, un choix lourd de conséquences, mais il l'a fait en conscience. Il l'a fait parce que cela lui semblait juste, comme vous êtes présents aujourd'hui parce que cette démarche vous semble juste. Et Élie de Saint-Marc, donc, n'avait pas cette mentalité ancien combattant et il a toujours été soucieux de s'informer de l'actualité, de rencontrer des jeunes pour savoir quelles espérances pour l'avenir se trouvaient en eux. Et ce soir, nous avons la chance, alors en fait, je l'ai demandé au départ à Laurent Bégaria, qui est le petit-neveu d'Élie de Saint-Marc, de venir nous parler de son grand-oncle. Et malheureusement, il trouve qu'il était avec la famille d'Élie de Saint-Marc au lendemain des obsèques. Et il m'a envoyé un message, alors malheureusement, il faut que je le retrouve, pour me dire comment notre démarche serait vue par Élie de Saint-Marc. Et c'était une sorte de clin d'œil d'outre-tombe qui était assez, même très émouvant. Dès que je le retrouverai, je vous le lirai. Et donc nous avons la joie ce soir d'accueillir quelqu'un qui a bien connu Élie de Saint-Marc et qui a écrit un très bel article sur lui. Étienne, je suis désolée qu'on appelle tout le monde ici par son prénom, donc c'est pas de la familiarité, c'est comme ça, qui va nous parler un peu d'Élie de Saint-Marc. Alors est-ce que je retrouve juste le message de Laurent Bégaria? Je le lirai après si je le retrouve pour voir ce clin d'œil officiel d'Élie de Saint-Marc. Merci beaucoup. Je m'appelle Étienne et je suis journaliste. Tout à l'heure, il a été dit que 100% des journalistes posaient des questions sur les veilleurs. Pas besoin d'en poser. Je vous connais. Voilà, vous m'avez demandé de venir ce soir pour vous parler effectivement d'un veilleur. Vous avez marché pendant plusieurs semaines et puis vous êtes arrivé ce soir. Élie a marché pendant des années et puis sa marche s'est arrêtée
il y a quelques jours. Comme il a été dit très brièvement, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, la vie d'Élie de Saint-Marc n'est pas une énigme. Il aurait fallu probablement quitter la France pendant 25 ans, quitter sur la planète Mars pour ignorer absolument ce qu'était la vie d'Élie de Saint-Marc. Du fait de la notoriété qui a été la sienne, il a explosé, ses livres ont été d'immenses best-sellers. La France a découvert tout d'un coup qu'elle avait là quelqu'un de très humble, de très lumineux, qui avait un parcours extrêmement chargé, un parcours qui connaît sa propre histoire, un parcours de lumière, un parcours d'ombre, de blessures, qui courait de la résistance, voilà, vous m'entendez peut-être mieux, jusqu'à la guerre d'Algérie, et qui, par l'analyse qu'il faisait de ce qu'il avait vécu, vient apporter une leçon exceptionnelle à notre pays. Il a vécu la résistance à l'âge de 20 ans à peu près, et effectivement, au lieu au retour de déportation, je dirais nimbé de ce passé de résistant déporté, il est replongé dans l'action en Indochine. Il a vécu des choses extrêmement dures. Il n'a pas empêché, comme officier militaire de Légion, officier de Légion, de repartir en Algérie. Il a fait, effectivement, on l'a dit, ce choix d'engager son régiment contre l'autorité politique, ce qui lui a valu des années de prison. Il a fait 5 ans de prison. Et avant de connaître une deuxième vie, c'est assez extraordinaire. Cette vie qui aurait pu s'arrêter anonymement dans un fossé de Buchenwald en 1944, et qui s'est terminée, je dirais, triomphalement le vendredi à Lyon devant des centaines, pour pas dire des milliers de personnes, et recevant les honneurs militaires, ainsi que l'éloge de tout un peuple de gens présents ou de gens absents. C'est ça le destin d'Élie de Saint-Marc. Alors, quelles leçons en tirer? Elles sont innombrables, elles sont dans ses livres, et c'est difficile de faire parler les morts, de les accaparer. Il y a évidemment le mot courage, qui est indissociable du mot engagement, et Élie l'utilisait énormément. Courage de l'engagement à 18 ans, de faire l'école buissonnière, puisqu'il était encore étudiant. Ouais, tu peux me dire ta position, s'engager dans un réseau qui s'appelle le réseau Jeanne Amicole, passer la ligne de démarcation, péril de sa vie. Ah oui, je vois, et j'avais Tant et si bien qu'il a été arrêté sur trahison et envoyé en camp. Courage de survivre, évidemment, dans ces conditions effroyables. Il est présent, quoi. Le courage aussi de risquer sa vie durant la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Courage aussi de risquer sa peau, tout simplement, une balle dans la peau, en ayant désobéi en état militaire aux autorités de son pays. J'ajouterais d'autres courages, peut-être moins voyants, moins tonitruants, mais peut-être qu'ils vont nous rejoindre davantage, parce que, pas vous, mais moi, je n'ai pas connu la résistance, je n'ai pas connu la guerre d'Indochine, je n'ai pas connu la guerre d'Algérie, et donc le courage, on le cherche aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. Et il a accepté, en sortant de prison, avec courage, de renoncer à une vie qui se présentait à lui, qui était la vie d'un soldat de fortune. Ça s'est fait beaucoup dans ces années-là, des hommes que la vie et la guerre avaient déracinés et qui ont choisi d'aller se battre aux quatre coins du monde pour des causes incertaines, qui sont devenus ce qu'on a appelé des soldats de fortune. Ça lui a été proposé, puisqu'il était parmi tous ces officiers un des hommes les plus prestigieux. Il a renoncé. Il a renoncé pourquoi? Parce que, au milieu de toutes ces péripéties que je vous ai brièvement décrites, il s'était marié, il avait déjà 2 filles, et il a eu le courage, tout simplement, et l'humilité, parce que le courage et l'humilité sont parfois liés, et bien, de chercher du travail avec le CV peu recommandable qui était le sien, chercher du travail qu'il a trouvé dans l'industrie, et s'est fondu dans la société, s'est fondu dans l'anonymat. Il a mis son orgueil blessé dans sa poche, et il a mené une vie de citoyen pendant une vingtaine d'années. Et puis, quand son neveu, Laurent Beccaria, est venu le voir pour lui demander de témoigner, il a eu aussi le courage de quitter le confort qu'il avait retrouvé, l'équipe qu'il avait trouvé pour sillonner la France, le monde, parce qu'il avait été sollicité à l'étranger.
parce qu'il a estimé que tout d'un coup, il fallait qu'il témoigne, qu'il parle, notamment aux plus jeunes. C'est un moment où il allait très très mal physiquement, c'était probablement lié, disait-il d'ailleurs, une sorte de blessure rentrée qui le faisait souffrir. Et ses premières conférences ont été un véritable combat entre son corps qui refusait. Et puis il est devenu le conférencier, il est devenu l'homme public que vous avez peut-être connu. Voilà, courage dans les choses les plus exceptionnelles et puis courage dans les choses les plus modestes, les plus cachées. Engagement dans les choses les plus exceptionnelles et les plus brillantes. Et puis aussi engagement pour témoigner de ce qu'il avait vécu et montrer qu'il n'avait pas été simplement un héros de la résistance et puis un factieux de la République. Comme il disait, une vie, c'est une unité, il y a des hauts, des bas, il y a des failles. Mais que chaque matin qu'il se lève et écoute une leçon de courage, il n'a rien fait. Alors, les héros, je serais tenté de vous dire en provoquant un petit peu la cour des rues. On en connaît beaucoup. Et le XXe siècle, au cours des guerres et des événements qu'on a connus, on fournit énormément de héros, c'est admirable. Élie Saint-Marc, c'était plus qu'un héros, parce qu'il était doué d'une capacité de discernement et de réflexion tout à fait hors du commun. Je crois que c'est ce qui fait sa singularité, et je crois que c'est ce qui a fait aussi sa popularité auprès de tous les gens qui l'ont rencontré. C'était pas seulement un témoin, un homme qui racontait des faits extraordinaires à l'échelle d'une vie, des choses inouïes, mais il avait réussi à trouver l'art de le raconter pour que chacun, à son niveau, en tire des leçons. Alors pour ça, il avait été servi d'abord par probablement son caractère. C'est quelqu'un qui doutait beaucoup. Alors pas le doute qui fait reculer, pas le doute qui fait stationner, le doute qui ronge, le doute qui paralyse, mais ce doute qui, à chaque pas, s'interroge, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que mon attitude est juste? Est-ce qu'elle est bonne? Et il était fort doué de cette qualité-là, qui pouvait même agacer dans l'armée française. C'est marrant, il disait les états d'âme, il faut y aller en avant. Il était toujours un homme qui refaçait la question, de l'interrogation, n'empêchait pas d'agir, toute sa vie l'a montré. Il a connu quelque chose qui a été une épreuve terrible. Une des plus grandes épreuves de sa vie, c'était la prison. Et avec ça, quand il en parlait, on sentait qu'il en était sorti de grâce. Et celle d'avoir pu énormément réfléchir sur tout ce qu'il avait fait, énormément lire, énormément méditer. On a récité tout à l'heure un beau texte de Pédi, je suis sûr qu'Élie Saint-Marc l'avait vu en prison. Il avait énormément réfléchi là-dessus, il lui avait donné sur son action, sur sa vie, sur le monde qui l'entourait, sur les hommes. Un regard très juste, très juste. Et il lui a permis, nombreuses années après, de témoigner de façon si juste, si exacte. Et pas simplement pour glorifier les faits, pour discuter, mais pour en montrer la substance, pour en montrer la richesse, et pour en montrer ce que tout un chacun peut tirer comme enseignement de cette vie extraordinaire. Et ça, c'était la marque d'Élie d'arriver comme ça à marier le témoignage et l'action. Alors évidemment, on se dit, qu'est-ce qu'aujourd'hui Élie penserait de notre époque? Il penserait peut-être du mouvement de vous tous assis à écouter, à écouter des textes, de la musique, et à réfléchir. C'est difficile de parler à quelqu'un qui n'est plus là. C'est difficile de l'accaparer. Il avait cette phrase souvent intéressante parce que de nombreuses personnes, de nombreux jeunes venaient le solliciter et même lui demander des conseils extrêmement précis. C'est toujours dangereux pour un homme public, un homme connu, de s'engager pour quelqu'un d'autre qu'on connaît peu et lui donner des conseils trop précis. Vous savez, cette fameuse phrase de poésie, le monde n'a plus besoin de maître, il a besoin de témoins. Et il cherchait cette espèce d'ajustement de la parole entre ce qui est le maître et ce qui est le témoin. Et plutôt que de donner des mots d'ordre, on préférait donner des enseignements de la vie. Il disait par exemple, il faut viser au plus haut, mais s'estimer au plus juste. Ça symbolise